Ah oui. OK. Donc, on recommence pour la présentation de 2 heures. Alors, on est de retour en présentiel ici à la Maison des loisirs et du sport. Alors, c'est maintenant l'heure de la présentation de François Quesnel qui va nous présenter astrophotographie à grand champ. François s'est initié à l'astronomie à l'âge de 12 ans dans le ciel alors bien noir de Rigaud à l'ouest de Montréal. Son intérêt l'a amené à être tour à tour campeur, moniteur et chef de camp au camp d'astronomie de Port-au-Sommet dans les années 80, où il apprend les grands principes de l'astrophotographie. Il a aussi été membre et administrateur du Club Espace de Montréal de 1983 à 1992. La comète Halley-Bopp en 97 l'amène à s'intéresser à l'astrophotographie de paysages sur film argentique. On voit son âge. On voit son âge. Hein? En 2009, l'achat d'une première caméra numérique lui donne les moyens de pratiquer son passe-temps favori de façon plus active. Depuis 2018, il participe aux événements du groupe Facebook Montreal Astrophotographers, qui regroupe des centaines d'amateurs d'astrophotographie de paysages. Alors, François, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la fac et à Roger Ménard de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir de venir parler d'astrophoto, de mon passe-temps favori, comme on l'a mentionné. Effectivement, ici, on voit, c'est la photo de Hale-Bopp en 97. Hop là, je vais y aller ici sur celle-là. Voilà. Donc, euh, c'est ça, cet hiver-là, moi, je restais justement à Rigaud, sur le bord de la rivière des Outaouais. Et tout le printemps, j'avais ça, là, quand, quand le soleil tombait, j'avais la comète dans mon salon. Euh, et c'est ça, j'ai fait plusieurs photos à la 135, tout ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de voir, tu sais, avec la rivière, il me semble que ça ferait beau. Et là, j'ai dit, quand j'ai envoyé ça, dans le temps, c'était argentique. C'est un vieux Pentax K1000, une lentille de 28 mm sur trépied fixe, 45 secondes sur du Kodak Gold 200. Donc, on envoie ça au laboratoire, on reçoit les résultats. C'était pas, à Rigaud, on n'avait pas de 24 heures. Il fallait revenir la semaine d'après. Puis je me rappelle aussi, là, c'était les débuts là, de l'Internet là, à ce moment-là, 97. Là. Pour poster ça sur Sci Astro Pictures, là, ça a fallu que j'aille à Vaudreuil faire scanner ça puis montrer ça, mais c'est ça. Hein, tout était 100 fois plus long dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est capable de, pendant qu'on est là-bas, de mettre ça sur Facebook, là, pratiquement. Les caméras sont connectées. Mais ça m'a vraiment intéressé à l'astrophoto de paysage, sauf qu'en argentique, là, c'est tellement limité que j'ai vite déchanté. Mais quand le numérique est arrivé, là, j'ai bien, bien aimé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu là, les appareils que j'utilise. On va j'ai une petite diapo sur les cellulaires. Les cellulaires aussi ont beaucoup changé. J'ai pas fait d'études particulièrement, mais depuis l'été passé, j'ai un Pixel 8 Pro qui a un mode vision nocturne. Donc, on va regarder un peu ce que ça donne. On va regarder les lentilles que j'utilise, les trépieds, les montures équatoriales et quelques mots sur les techniques comparées aux conférences de ce matin. Là, hein, c'est très léger comme contenu. Donc, on va, on, on va regarder ça. Mon équipement, les appareils que j'ai un Pentax K5, vieil appareil de 2010, un APS-C, capteur de format APS-C, 16 mégapixels. Il tough, il est vraiment tough. Et il y a la particularité que le capteur qu'il y a dedans, c'est un des premiers Sony Exmor. C'est le IMX 071 qu'on retrouve là, quand on fouille un peu. Là, il y a des caméras QHY et il y a des caméras ZWO qui l'utilisent, ce capteur-là. Donc, en fait, c'est ça. Pour faire du Deep Sky, c'est encore ma meilleure caméra. J'ai aussi un Pentax K70 qui est un APS-C 24 mégapixels qui est aussi, commence à être âgé lui aussi. Lui, c'est pratique, là. Toutes les bells and whistles qu'on dit, là, comme on dit, là. Pause B programmable, intervalomètre intégré, composition de scène. En astronomie, on peut faire des beaux filets, des beaux petits vidéos. C'est super beau. Euh, euh,
mon prochain, moi, je pensais que rendu à ce temps-ci, probablement que ces deux appareils-là seraient à changer. Il y a un Pentax K3 qui existe, qui est très intéressant, je pense, parce que, bon, son capteur 26 mégapixels est rétroéclairé. Donc, ça veut dire que pour la même lentille, le même temps de pause, on va avoir plus de signal parce que là, toute la quincaillerie est enlevée du devant du capteur, donc ça fait plus de signal qui se rend. Pentax, c'est pas super standard là, pour ceux qui s'intéressent à l'astrophoto de paysage. On peut regarder les pros. Ben, j'ai pas fait un gros sondage, mais il y a le site Lonely Spec. Il y a un monsieur, Ian Norman, qui ne jure que par les caméras Sony. Les Sony Alpha 7 III qui date de 2018, capteur full frame 24 mégapixels. Ça semble être une référence pour les astrophotographes de paysage. C'est des capteurs qui sont rétroéclairés. Ça, c'est Sony hein, qui a créé ces choses-là. Un autre qu'on connaît, que vous connaissez sûrement, Alan Dyer. Lui, il est dans le Canon, la Canon EOS RA, qui date de 2019. Il utilise la R5 aussi, là. Mais c'est ça. Là. Ces caméras-là sont plus souvent utilisées. Euh, les cellulaires. Les cellulaires, j'ai une diapo sur les cellulaires. J'ai fait des tests l'automne passé. OK, j'ai 3 photos. OK. Il y en a une qui vient d'un DSLR, ben, mon Pentax 70, qui est une pause de 20 secondes à ISO 800 avec une lentille de 10 mm f2.8. Il y en a une autre, c'est mon Pixel 8 Pro. Le mode de vision nocturne fait un empilement de 15 pauses de 16 secondes, donc 4 minutes d'intégration à ISO 2500 avec sa lentille de 6,9 mm à f1.7. Puis il y a un iPhone 13 Pro aussi qui a été utilisé pour faire une pause de 10 secondes à ISO 6400 avec une lentille de 5,7 mm f1.5. Fait que je sais pas, est-ce que euh, on voit si on cherche, mettons, celle la photo du DSLR, qui dit que c'est la première ici à gauche? Ou ce serait-tu celle-là avec le DSLR? Celle du centre? Puis celle-là, non, personne. Donc, en fait, le DSLR, c'est celle-là. Le, le iPhone 13, c'est celle-là. Donc, c'est sûr que là, ici, c'est là qu'on voit que les cellulaires maintenant sont rendus. Bien là, c'est sûr qu'on compare une 20 secondes à une 4 minutes. Là. Euh, mais le grain, puis le traitement dans Photoshop a été vraiment, j'ai essayé vraiment d'y aller pareil pour les 3 images. Là. Donc, oui, vraiment, les cellulaires maintenant sont capables de faire quelque chose d'intéressant. J'ai, j'ai poussé pour une autre image. Ça, c'est les aurores du mois d'octobre passé, le 10 octobre. Donc, j'ai fait une image avec mon Pentax K70 et mon Pixel 8 Pro. Et là, ben, on voit là, que le Pixel 8 Pro en a arraché un petit peu, malgré que c'est le même temps de pause. OK? Avec le DSLR, c'est une pause de 6 secondes ISO 800 avec la 10 mm. Et avec le Pixel 8 Pro, ben là, c'est l'intégration de 12 poses de 0,5 secondes à ISO 6400. Mais là, c'est avec la lentille de 2,2 mm f2. Donc là, c'est pas la même lentille que l'autre. Le champ est beaucoup plus grand. Et ben, c'est ça, là. On voit que les couleurs, par exemple, il est assez généreux au niveau des couleurs. Oui, oui. Puis c'est ça, c'est les téléphones aussi, il faut se méfier. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle dedans. Hein? Fait que quand il reconnaît quelque chose, il dit ah, ça, il essaye de photographier telle chose. Puis on dirait qu'il est capable de rajouter des détails. Tu sais, j'étais sur- j'ai- comment? Oui, à un moment donné, je voyais un oiseau sur un poteau, j'y vais avec le zoom numérique 30x, là. Puis je pense que lui, il a reconnu que c'était tel oiseau parce que Krim, il a mis du sharpening, là, effrayant. Oui. Comment?
rien faire de tout ça. Ah, tu vois, j'ai aucune idée. Je sais, dans le mode vision nocturne, il n'y a pas de mode pro ou quoi que ce soit, là. Sur Galaxy Samsung, tu vas te faire la lune avec un spot de lumière si tu mets en mode normal, tu sais, là. Sauf qu'en mode pro, c'est. OK, tu as le contrôle total. Ouais, OK. Ça serait bien. J'ai pas vu qu'on pouvait sortir des RAW du Pixel 8 Pro, là. Fait que je pense qu'il prend le contrôle de A à Z tout le temps. Mon équipement, quand on regarde au niveau des lentilles, euh, j'ai j'ai beaucoup de lentilles Samyang. Samyang, c'est un constructeur coréen qui fait des lentilles ici. Ça, c'est des lentilles même pas autofocus, focus manuel seulement. Ils ont sorti une ligne dans les dernières années avec autofocus, mais ils ont commencé avec ces lentilles-là. La 10 mm, je l'ai acheté justement en 2022 en voyant les aurores arriver. Là, notre soleil, l'activité du soleil avait commencé à augmenter pas mal plus vite que prévu. Puis je me rappelle qu'en 2015-2016, là, j'avais ma plus grande lentille à ce moment-là, le plus grand champ, c'était la 16. C'était vraiment pas assez grand. Fait que je me suis dit, je vais aller me chercher une 10 mm. Chez Samyang, là, toutes celles qui sont EDAS, donc Extra Low Dispersion asphérique, sont vraiment bonnes. Celles qui ne sont pas EDAS, je les ai eues, je les ai retournées. Euh, mais quand on a les éléments EDAS, là, généralement, ça fonctionne très, très bien. En astrophoto de paysage, évidemment, la 10 mm, c'est vraiment excellent parce que ça, c'est le champ complet de la lentille. Regardez, là, ici, on a Vénus, on a Sirius qui est en train de se lever dans le bas. Et dans le haut, dans le même champ, même si j'étais en mode paysage, on a Capella, on a les Pléiades, tout ça dans le même champ. Donc, puis c'est ça, là, on a tout l'octogone d'hiver dans une seule pose avec la 10 mm. Et ici, c'est une pause très, très simple, c'est 20 secondes sur trépied fixe. Pas de monture, pas de traitement particulièrement compliqué à faire. Puis on commence à voir la Voie lactée d'hiver quand même, là. Je suis en Ontario, fait qu'on regarde vers l'est, là, c'est Montréal là, qu'on voit là, à gauche. Là. Donc, euh, donc c'est ça, puis malgré que c'est pas des appareils tout à fait récents que j'ai, là, ils ont 10 ou 15 ans. Donc, c'est quand même assez facile à aller chercher. Celle-là, c'est encore la 10 mm qui montre le champ là, dans le ciel d'été. Et celle-là, ben, c'est des techniques que je vais juste parler un petit peu plus tard. Là-dessus, il y a un petit peu plus de travail. Là. C'est, c'est avec suivi équatorial sur une monture équatoriale. Il y a une pause pour le ciel. Après ça, on arrête la monture, on prend une pause pour l'avant-plan. On fusionne les deux dans Photoshop. Et pour rajouter aussi un peu, j'ai pris mon image de ciel, je l'ai envoyée dans StarNet pour enlever les étoiles, pour juste travailler un petit peu plus, faire ressortir un petit peu plus ma Voie lactée, les détails dans la Voie lactée. Fait que comparé à l'autre là, qui m'a pris 20 secondes de pause, celle-là, elle a un peu plus de travail. Mais c'est ça aussi, ça donne un petit peu plus de résultats aussi. La 10 mm, je l'aime bien pour faire des grands champs aussi, comme ça, des grandes mosaïques. Parce que quand on fait une grande mosaïque comme ça sur quasiment 180 degrés, là, veut pas, il faut le faire assez rapidement si on veut avoir l'avant-plan aussi. Parce que si on prend trop de temps, ben là, vu que notre horizon ne marchera plus, là, entre le début dans le Sagittaire jusque dans le Cassiopée, ben, le temps est trop, si le temps est trop différent, ça ne marchera pas. Donc, celle-là aussi, là, c'est juste des pauses de 30 secondes. Sont suivies quand même j'étais sur une monture équatoriale, juste pour que les étoiles soient parfaites. Mais c'est ça, dans un ciel assez noir, ça ressort assez bien. Quand on regarde le champ maintenant, quand on l'étire dans le format portrait, on va chercher très haut dans la Voie lactée. C'est une pause, ça, de 30 secondes. La 10 mm, ce qui est pratique quand on fait des paysages. Le champ est tellement grand, on est capable de rentrer beaucoup d'éléments de l'avant-plan et beaucoup de ciel en même temps. Ça, c'est une tentative plus ou moins réussie d'éclairer l'avant-plan avec une lampe de poche, là.
Ça, du light painting, là, je suis pas encore rendu là, mais il y en a qui réussissent très bien. Euh, c'est des choses qu'on peut essayer. La 10 mm, quand on parle de rentrer l'avant-plan, c'est merveilleux comparé à une 16 ou quoi que ça soit d'autre. Regardez ici, j'ai une balle de foin là, qui est à peu près à 4 pieds de ma lentille, puis elle est sharp. Puis les étoiles en arrière sont sharp aussi. Puis même l'herbe devant la balle de foin est sharp. Fait que la 10 mm à f2.8, moi j'ai mis le foyer à l'infini. Là. J'ai pas dit je vais retirer mon foyer un petit peu. Non, mon foyer est à l'infini. Fait que vraiment la 10 mm pour rentrer des éléments proches avec le ciel, c'est vraiment fantastique. Bon, tant qu'à être dans des petites aurores, ça c'est au mois de septembre, c'est pas les grosses aurores de mai ou d'octobre. Celle-là, c'était celle de mai. Fait que juste un mot, quand on fait du paysage comme ça, souvent on va faire du chasse-nuage. Moi, j'étais allé dans le bout de Saint-Didas parce que je voyais selon la météo que ce coin-là, il allait avoir aucun nuage toute la nuit. Puis effectivement, j'ai eu aucun nuage toute la nuit. Fait que, comment on fait pour préparer ça? On regarde sur Street View. J'ai trouvé un petit bout de rang sur Street View, sur Google Maps, en fait. Puis après ça, on regarde dans Street View qu'est-ce que ça a l'air, le paysage. Et on essaie de se trouver des petits bouts de rang avec des vitesses autant que possible en bas de 60 km/h de route qui relie deux cul-de-sac ou quelque chose, là, tu sais, t'es vraiment perdu. Parce que, puis aussi, on peut voir avec ça, est-ce que j'ai des fils? Parce que quand on s'installe, on n'a pas vraiment de site. Souvent, on a des fils, on a des poteaux. Ça enlève un peu, mais ici, j'avais aucun fil, aucun poteau. Et j'avais des champs agricoles qui donnaient quand même un petit background intéressant. Si je regarde de l'autre côté, on voit mon petit rang que j'étais là toute la nuit. Il est passé 3 autos pour venir voir les aurores. OK? Il n'y a personne qui passe là. Fait que, c'est ça. La 10 mm aussi, ce que je n'ai pas mentionné, pourquoi que j'aime mieux la 10 que la 8? La 8 est fisheye. La 10, elle est rectilinéaire. Donc, ça nous donne un horizon droit. Moi, je trouve que c'est plus. Quand je mets ça sur mon mur, j'aime mieux le look comme ça avec un horizon droit. Oui, c'est APS-C. 3 secondes. C'est 3 secondes d'exposition. Mais ça, elle était rendue tellement brillante, là, ça faisait de l'ombre, hein? On faisait de l'ombre à terre, là. C'était là, autour de 10 heures, là, c'était vraiment brillant. Et 3 secondes, puis il y a des bouts qui sont quasiment brûlés, là. Fait que, ISO 400. Ouais, ouais, j'avais rebaissé les ISO parce que aussi, une que j'utilise beaucoup, la 16 mm f2, elle est super intéressante et f2. Fait que 16 f2, ça vous fait une ouverture de 8 mm comparé à même pas 3 mm pour la 10. Ce que ça fait. Ça, c'est le champ. On voit là, sur la Voie lactée, ça réduit beaucoup. Puis là, il y a un satellite qui a passé, là, qui est un ancien Iridium. Je ne sais pas s'il roule encore, eux autres, mais il ne marche plus. Mais en tout cas, on en voit plein de ça la nuit, là. Ce que j'aime de la 16, si je regarde particulièrement sur celle-là, on va chercher beaucoup plus de détails dans la Voie lactée avec la 16 qu'avec la 10. OK? Puis quand je fais une mosaïque comme ça, comme là, ici, j'ai 3 photos, une par-dessus l'autre, pour faire une petite mosaïque. Ça, celle-là, c'est à ce temps-ci de l'année, je pense que c'est Vistaprint ou je sais pas trop quoi. Ils ont des ventes de posters, tout ça. Je pensais, je commandais au prix que je payais, je pensais que je commandais une 40 centimètres par 40 centimètres. Non, c'était une 40 pouces par 40 pouces que j'ai eu. OK. Puis c'est ça, quand on fait des mosaïques comme ça, je veux dire, ça sort sharp. J'ai mon 40 pouces, là, puis j'ai fait tabarnouche. C'est un bon hasard. Je peux la regarder là, puis c'est quand même sharp. C'est ça l'avantage de faire des panneaux comme ça. C'est comme si on avait un capteur plus gros que ce qu'on a vraiment. Tu sais, j'ai un APS-C, mais là, c'est comme si j'avais un 24 par 24 mm de capteur, là. Fait que c'est vraiment un avantage. Ici, bon, je suis arrivé 15 minutes trop tard. La Lune a commencé à faire
Je voulais que la Lune éclaire la rivière. Puis là, on voit l'ombre de la Lune, la montagne fait de l'ombre sur la rivière. Mais c'est ça, c'est pas, j'aime ça des fois, éclairer mon avant-plan avec la Lune. Mais évidemment, quand on a la Lune, c'est plus difficile de faire ressortir la Voie lactée. Et le ciel va être bleu tout le temps. Mais ici, on a c'est un premier quartier là, qui s'en allait se coucher. Et ça aide à aller chercher des détails là, dans la montagne. Là. C'est souvent intéressant. Faut pas rester chez nous là, juste parce qu'il y a un quartier de lune dans le ciel. Là. Des fois, ça donne vraiment des belles choses. Ça, des fois on se demande quoi faire. On a essayé de rentrer un personnage dans la photo. Euh, Ici, on est à Port-au-Saumon, sur le bord du fleuve. Le ciel est vraiment noir. C'est seulement ici une pause de 20 secondes. Et dans un ciel vraiment noir, là, c'est fantastique ce qu'on peut aller chercher. C'est pas L'horizon? l'horizon. Le ISO, 800. c'est, moi, c'est dans un ciel comme ça va être ISO 800, genre. Oui, oui, oui. Quand je suis près de la ville, là, dans un ciel 3-4, là, je vais à 400 là, parce que sinon, ça fait beaucoup. Là. Dans un ciel noir, regardez celle-là. Regardez comment ça, encore là, c'est la 16 mm, une panneau qui monte très haut, jusqu'au zénith pratiquement. Et il n'y a pas, il y a pas de pause arrêtée pour l'avant-plan. C'est juste des 60 secondes. Ça fait que 60 secondes, c'est quand même assez long. Et il n'y a pas de StarNet là-dedans. Là. Ça, c'est juste comme ça que ça a sorti. Là. Fait que vraiment, d'avoir un beau ciel noir. Port au saumon, on est dans du Bartle 2-3. Là, on est dans le bleu. Fait que c'est vraiment une grosse différence de prendre des photos quand on est capable d'aller chercher des ciels vraiment noirs. Oui, ça, c'est entraîné. C'est des 60 secondes. Ouais, entraîné. Mais j'ai pas fait de pause fixe pour l'avant-plan. Fait que si on regarde là, comme faut les arbres, là, on voit qu'ils ont bougé un petit peu. Mais dans une panneau, comme ça paraît pas tant que ça. La 16 mm, quand la comète est vraiment grosse, des fois ça prend une 16 mm. Ce matin-là, c'est le 6 juillet 2020, c'est NeoWise. Je m'étais amené plutôt ma 70, ma 135. C'était le 6 juillet, on ne savait pas de quoi elle avait avoir l'air. Fait que j'ai une 16-50, un zoom 16-50 f2.8. J'ai dit, ben là, ça va prendre la 16 mm pour voir cette comète-là. Ça. Comment? Non, ça va. La 16 mm l'hiver. Ici, c'est une pause 40 secondes pour les étoiles, 40 secondes pour l'avant-plan fusionné. Puis j'ai ajouté aussi, pour faire ressortir Orion, j'ai un filtre devant, un filtre diffuseur devant ma lentille. OK, je vais vous en parler un petit peu plus tantôt. Aussi, j'ai une Sigma 35 mm, une vieille 50 mm f1.4 et une 70 mm f2.4. Là, quand on tombe dans ces focales-là, ben, c'est sûr que là, ça, c'est avec la 35. Là, on est rendu, on zoom pas mal. C'est difficile de prendre des points de vue de la Voie lactée complet. Là, on parle plus, en fait, quand on utilise ces focales-là, on parle plus d'aller chercher des conjonctions de planètes. Comment? Non, c'est encore rapport au saumon. Fait ici, c'était la planète Mars. Moi, je descendais dans la baie là, pour aller voir la Voie lactée, mais là, c'était trop tard. Je suis arrivé trop tard, pogné dans le trafic de Montréal. Je ne suis pas arrivé à temps pendant tout. Mais il y avait Mars qui était très brillante cette année-là. C'est 2018. C'est 2018, fait qu'elle était vraiment brillante, Mars en 2018. Euh, autre photo avec focale 35 ou 50 ici. La Lune avec Montréal et Vénus, donc une petite conjonction entre la Lune et Vénus. Une chose que j'ai vite appris, si on veut prendre une conjonction avec une Lune assez basse, qu'on veut avoir
l'avant-plan des buildings, il faut vraiment que la Lune soit petite. Et si la Lune a une phase de 1,8 degrés, 1,8 donc c'est vraiment, vraiment, vraiment mince. À 3-4 là, la Lune est. Quand le ciel commence à s'éclairer comme ça, la Lune est déjà très haute. Fait que c'est plus difficile à faire à ce moment-là. Euh, pour s'aider à faire des photos de paysage, j'utilisais avant une petite application qui s'appelait The Photographer's Ephemeris, TPE. Puis là, quand j'ai eu mon Pixel 8, je ne l'ai pas retrouvé. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, essaye celle-là, Planet Pro, Photo Planner, et c'est vraiment excellent. Il y a un frais, ça marche soit par abonnement, soit un frais one-shot. Le one-shot, j'ai pris le one-shot, je pense que c'était 15 ou 20 dollars. Donc, on va se placer ici, mettons, j'ai recréé la photo qu'on vient de voir de la Lune avec les buildings à Montréal. J'étais sur le Belvédère. J'ai placé ma petite pin là où j'étais sur le Belvédère. Puis là, on voit, il nous dit, bon, ben, le lever de la Lune va être là à telle heure, le lever du Soleil va être là à telle heure, le coucher, etc. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est qu'à l'heure où j'étais, moi aussi, j'ai tendance à vouloir aller à l'écran. Ici, là, on le voit, c'était le 18 octobre 2017 à 6h11 du matin. Et ici, la ligne de la Lune passe entre le building ici, qui est le 1501 McGill College, et il passe entre ce building-là et la place Ville-Marie. OK? Fait que c'est vraiment très précis. La Lune, si je reviens, était en plein entre le 1501 du McGill College puis la place Ville-Marie à 3,7 degrés. Fait que le logiciel me le disait exactement où c'est qu'elle allait aller. Puis ça marche avec la Lune, mais la comète là, était là. Eux autres, quand la comète est arrivée là, le mois passé, là, ils l'ont rentrée. Là. Fait qu'on est capable de voir selon où on veut aller la photographier, où elle va être dans le ciel, à quelle hauteur, selon l'heure, tout ça. Fait que c'est vraiment un logiciel très, très pratique. Euh, Quand on est là, c'est ça, on voit où la Lune va être, puis à quelle hauteur elle va être. On voit aussi que le Soleil, là, vous ne pouvez pas le voir dans la salle, là, mais là, ça dit que le Soleil était à moins 12 degrés à ce moment-là, au moment de la photo. Donc, quand on veut faire ce genre de photo-là, c'est important de voir si le Soleil est à moins 6 degrés, là, c'est beaucoup trop brillant. On sait que le ciel va être très, très brillant. Et une chose qui est pratique aussi avec ce logiciel-là, il y a un mode ils appellent ça le viseur VR, là. Et donc, on voit la montagne, c'est le Mont-Rougemont qu'on voit avec les degrés euh, de, au-dessus de l'horizon. Donc, on a 0. On est sur le Mont-Royal. Fait qu'on est capable, en fait, de voir en bas de 0. 1 degré, 2 degrés, 3 degrés. Fait qu'on voit que la Lune était à peu près à 3,7 degrés. Fait qu'on est capable de voir si vous êtes en quelque part qu'il y a des montagnes autour, ben vous allez être capable de voir si la montagne va vous cacher, puis comment ça va, comment la scène va se présenter. C'est vraiment très pratique pour ça. 35 mm, c'est ça, la comète Neowise, ça devait être autour du 16 juillet, là, 2 semaines après, une dizaine de jours après qu'on l'ait commencé à la voir. Elle est devenue vraiment très brillante. Donc, avec une 35 mm, là, on va chercher beaucoup de détails. Puis encore là, la 35, c'est même pas une 35 dispendieuse. La Sigma, c'est quand même une lentille qui vaut plusieurs centaines de dollars, là. Puis ça, c'était avec une lentille que j'avais dans mon sac, qui est une Pentax en plastique, qui neuve coûte 120 dollars, que moi j'avais récupéré pour 80 dollars. Et je l'avais dans mon sac, j'étais bien content de l'avoir parce que pour 80 dollars, là, assez payé. Euh, et là, ici, c'est le même soir, la comète. Je connaissais cette place-là. Je me dis, hey, en plein au nord, la comète passe en plein au nord. Je vais être capable d'avoir la petite maison avec pour cadrer mon image. Donc, à retenir, quand on fait de la photo de paysage, ben, on n'est pas chanceux comme un matin, il faut faire des 250 heures de pause, hein?
Non, nous autres, on travaille juste avec 10 à 60 secondes. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça prend des lentilles idéalement très lumineuses entre f1.4 et f2.8. À f4, ben, c'est ça, là. C'est pas assez vite pour être capable d'intégrer le paysage. Il faut exposer trop longtemps, là, ça devient difficile. Trépied et monture, est-ce qu'on guide ou on reste sur trépied fixe? Ben, vous avez sûrement déjà entendu parler de la règle du 500 sur F. Quand on est en full frame, on va dire il faut limiter nos temps de pause à 500 divisé par la focale qu'on utilise. En APS-C, ils vont dire c'est 300 divisé par la focale. Personnellement, moi, je m'enligne beaucoup plus sur le 200 sur F là, parce qu'à 300, là, ça laisse quand même une petite traînée. Donc, 200 sur F, pour une 10 mm, ça fait 20 secondes. Et pour une 35 mm, déjà, on est rendu rien qu'à 6 secondes. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire si on n'a pas une façon quelconque de suivre. Moi, j'ai trois façons de faire le suivi équatorial. La première, oh non, avant de parler des suivis équatoriales, le trépied, OK, juste une petite note, ça, c'est quelque chose chez nous, j'ai plein de trépieds, du petit 390 de voyage qui fait à peu près 16 pouces de long, qui peut se mettre dans n'importe quelle valise, jusqu'au 0,55 avec une grosse rotule dessus, qu'on est capable de mettre 20 livres d'équipement dessus. Euh, ça, ça- ça- J'en ai comme 7, 8 là. Pourquoi j'en ai tant que ça? C'est parce que c'est tellement facile à trouver sur les petites annonces. Il y a 2 ans, j'ai pris un 144 avec une rotule 168 pour 25 pièces. Qui dans la salle peut lever la main et dire non, je ne la prendrai pas celle-là. Je vous mets au défi 25 pièces pour un trépied comme ça. C'est vraiment des bargains incroyables. C'est très solide et le mouvement est très précis. Combien de fois on sort, puis les gens qui ont des trépieds de plastique qui commencent, là, on barre notre acte, là, la caméra fait ça. Ah, ben là, ça te scrape une soirée, là, tu vas sacrer après ton équipement toute la soirée, c'est pas bon. Ces vieux trépieds-là sont pas chers. Quand on barre un axe, ça ne bouge plus. Fait que c'est vraiment très pratique. Et ça permet des prises de vue, des fois de quelques pouces du sol jusqu'à 6 pieds. Comme on a vu la photo avec la balle de paille, la balle de foin qui, avec l'aurore en arrière, ben, la caméra était à peu près à 16 pouces du sol. Là. Parce que la balle fait 3 pieds, là, puis je suis en bas de la balle de paille. Là. Donc, ce que j'utilise pour entraîner, puis c'est important d'être grab and go aussi. Là. Des fois, comme on vous a vu à part au saumon, là, je pars dans les sentiers. Là. Des fois, les beaux spots ne sont pas toujours sur le bord de la route. Là. Des fois, il faut marcher un petit peu. Là. Fait que ce soit transportable, c'est quand même assez important. Donc, pour suivre les étoiles, j'ai trois systèmes. Le traceur astronomique de Pentax, qui est évidemment réservé aux caméras de Pentax. C'est le petit module qu'on voit par-dessus la caméra. C'est gros comme une boîte d'allumettes. C'est un GPS. Et dans les caméras Pentax, le shake reduction, là, qu'on appelle en bon français, là, pour éliminer le bouger quand on prend une photo, c'est le capteur en dedans qui bouge. Hein. Et il y a déjà une bonne dizaine d'années, il y a un ingénieur chez Pentax qui a pensé, il dit, hey, si on est capable de faire bouger le capteur, on est capable de compenser le mouvement des étoiles. Pendant que les étoiles bougent comme ça dans le ciel, on est capable de faire bouger notre capteur de l'autre bord. Puis les étoiles vont être pile. Fait que c'est un outil qui est bon pour 200 pièces. On a un GPS, puis nos caméras deviennent équatoriales. Portabilité incroyable. C'est gros comme une boîte d'allumettes. Je mets ça dans ma poche, c'est fini. C'est parti. Bon, ben, je vais en parler. La 10 mm, je vais passer de 20 secondes maximum à 40 secondes. La 16 mm, je vais passer de 12 à 60. Puis la 35, je vais passer de 6 secondes à 120. Là, vous allez dire, mais c'est à l'envers, ça. C'est parce que, dans le fond, ce qui se passe, c'est que la 10 mm, il faut penser, la caméra, elle est fixe. Le ciel passe devant. Et donc, une lentille comme la 10 et la 16 qui ont beaucoup de distorsion,
ça va faire en sorte que la vitesse des étoiles dans le coin du champ n'est pas la même que dans le centre. Fait que le capteur, le shake reduction dans le boîtier, il est capable de bouger le capteur comme il veut, mais il n'est pas capable de l'étirer. OK? Fait que c'est pour ça qu'avec une 10 mm, on est obligé de réduire le temps parce que si je fais 1 minute, 2 minutes avec ça, le centre va être super beau. Mais les étoiles dans les coins, là, ça va être des fous. Ça va avoir là des étoiles filantes. Alors qu'avec la 35 mm, qui n'a pas de distorsion, je peux faire 2 minutes, des fois 3 minutes là, quand on est chanceux. Et puis ça suit parfaitement. Donc c'est quand même intéressant parce que c'est super portable. L'autre que j'ai acheté il y a quelques années, c'est le Star Adventurer. C'est vraiment la Cadillac hein, pour l'astrophoto de paysage. Là. On monte des caméras, des lentilles de 10, 16, 35, 70 mm là-dessus. Ça suit bien, bien, bien comme il faut. C'est quand même très transportable. Moi, je n'utilise pas le petit wedge. Ça serait bien trop long essayer de mettre ça en station avec un petit wedge comme ça. Je mets ça sur une rotule. Puis pour jusqu'à 50 mm, là, tu dis l'étoile polaire est là, tiens, comme ça, ouais, comme ça, ouais, ah, OK, c'est bon. Fait que, tu sais, pour des pauses de 60 secondes avec une 50, là, c'est shoot from the hip, comme ils disent. Pas de temps à perdre parce que souvent, on va se déplacer, là. Tu sais, fait que je ne reprendrai pas 5 minutes à chaque fois pour me réaligner, là. Comment? Une 600? Moi, j'utilise une 400. J'utilise une 400 là-dessus. Oui, à ce moment-là, là, je vais le prendre, le 5 minutes là, pour le mettre en station. L'autre que j'utilise, c'est un DIY, c'est une monture que je me suis gossé moi-même. OK? C'est parce qu'il y avait Martin Dufault ici un matin. À un moment donné, dans une conférence CCD, il a dit l'Arduino, là, tout le monde, avec ça, tout le monde peut faire de l'électronique. Je dis, oh, ouais, moi, essayer ça. Fait que ce que c'est un petit moteur pas à pas ici. OK? Avec un module Arduino dans la petite boîte qu'il y a là, qui tout simplement envoie un petit signal là, à tous les temps de microsecondes là, pour faire avancer le moteur. Et ça marche, c'est une horloge au quartz qu'il y a là-dedans. Hein? Fait que c'est hyper précis, c'est hyper simple. Le petit module Arduino, c'est un microcontrôleur. On le branche sur notre ordinateur. Là, je suis allé chercher ce moteur-là, c'est un BJY, je ne sais pas quoi. J'ai été chercher sur Internet le petit code en langage C, c'est ça, qui va driver ce petit moteur-là, là, qui va. C'est quelqu'un qui avait déjà fait ça. Je n'ai même pas eu à écrire de code. Je l'ai juste modifié un petit peu pour mon usage parce que là, faut que je le time quand même comme il faut. Fait que c'était vrai. C'était vrai. Moi, un microcontrôleur, là, ça a été pas mal plus simple que je pensais. Il y a pour moins de 100 pièces de matériel là-dedans. Fait que ça peut être une avenue intéressante. Comme c'est une horloge au quartz, là, moi je l'ai utilisé à -25, j'ai utilisé à +30. La vitesse est toujours pareille. OK. Toujours pile dessus. Si il y a des systèmes comme ça avec des moteurs DC là, en courant continu, ben là, ça, il faut toujours ajuster en fonction de la température, de la charge des batteries. Il y a des moyens là, de contourner ça, mais ça, là, je le débarque, je le pars, il est à bonne vitesse, peu importe. Par contre, la tige filetée, hein, c'est une tige filetée prise chez Cannon Tire. Donc, il y a une erreur périodique importante qui limite à 70 mm la focale utilisable sans contrainte. Je mets ma 135. Là-dessus, j'ai réalisé à un moment donné, cette partie-là du secteur est plus précise. Je ne sais pas, là, la, la période de la tige change le long de la tige. Puis quand cette partie-là du secteur se rend là, l'erreur périodique diminue. Puis je peux mettre ma 135 dessus. Bon, fait que c'est ça, c'est souvent, c'est très pratique pour, et ça coûte pas cher. Ça permet de suivre pendant. Le secteur, il faut faire quoi, 1 heure et demie à peu près? Ouais. Puis après ça, il faut le resetter. Post-traitement, j'utilise Lightroom Photoshop. Euh, Depuis 1 an à peu près, j'ai réalisé Lightroom Photoshop. On peut avoir Lightroom Photoshop puis Lightroom CC avec Lightroom classique, plus
20 gigs là, dans le cloud là, avec Adobe pour 12 piastres canadiens. Quand on va sur le site, ça, tout ce qu'on voit, c'est Photoshop 30 piastres, là. Mais quand on les gosse assez, là, par mois, c'est par mois. Fait que j'ai débarqué de Paramount, puis je me suis pris ça à la place. Fait que dans Lightroom, ben, il va reconnaître la lentille, le boîtier, il va corriger le vignetting. Donc ça, c'est très pratique. Ça fait comme un genre de flat, dans le fond. Fait que si on veut faire un petit peu de stretching, tout ça, ben, on a une image qui est beaucoup plus flat, qui n'a pas le vignetting de la lentille. Fait que Lightroom est très, très pratique pour ça. Sinon, ce que j'utilisais avant, c'était Photolab, DxOMark Photolab, la version qu'on achète à 80$ qui fait la même chose aussi. Puis dans Photoshop, tout simplement, on va partir de l'image sombre comme ça, on va tout simplement travailler l'exposition, le contraste, correction du voile, là, il y a différents sliders. C'est rien de compliqué à faire dans Lightroom et Photoshop. On finit par faire ressortir un peu notre image. Euh, et comme je vous disais, j'utilise aussi StarNet, que quand on a étiré notre image, ben, on peut envoyer à StarNet cette image-là. OK? Puis il va nous retourner une image avec juste la Voie lactée puis l'avant-plan, là. Lui, il pense que c'est des nébuleuses, là. Fait qu'il ne voit pas d'étoiles là-dedans. Fait qu'il ne travaille pas sur ces parties-là. Et ça nous permet là, de faire ressortir quand même un petit peu plus la Voie lactée, tout en diminuant un peu l'impact des étoiles. Pause fusion, pause fixe, pause entraînée. Donc à gauche, on a une pause fixe, 1 minute peut-être. À côté, on a une pause entraînée. Donc dans la pause fixe, les étoiles sont des beaux petits traits, mais le devant est sharp. Dans la pause entraînée, nos étoiles sont rondes, mais le devant est flou. Les feuilles, on le voit surtout dans les feuilles de l'arbre. Et là, dans Photoshop, avec les calques, les masques, on va masquer la partie qu'on ne veut pas voir pour faire ressortir la partie qu'on veut voir. Euh, c'est ça. Pour que ça marche bien, moi, j'utilise toujours le même temps de pause pour le ciel que pour l'avant-plan. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de faire la fusion des deux. Quand le ciel, parce que là, mine de rien, ici, là, dans cette pause fusionnée-là, dans l'arbre, là, ben, ce qu'on voit, là, le peu d'étoiles qu'on peut voir, puis là, on n'en voit pas bien parce que les feuilles les cachent, mais toutes les étoiles qu'il y a dans l'arbre, c'est des traînées. OK? Fait que si on a exposé 2 fois plus pour l'avant-plan, ben, ça veut dire que mon ciel dans l'arbre, là, ben, il va être 2 fois plus brillant. Ça va donner un effet qui fera pas de sens. Quoique mon ciel derrière mes arbres est beaucoup plus brillant que le ciel général. Moi, en tout cas, moyen de travailler ça, là, mais moi, je suis bien paresseux. J'utilise aussi Star Spikes Pro 4. Ils se sont arrêtés à 4, ça fait quand même plusieurs années, mais ils fonctionnent encore, les autres. Quand j'ai changé d'ordinateur, il n'y a pas si longtemps que ça, ça ne marchait plus, ils ne reconnaissaient plus mon code. Je leur ai écrit, ils m'ont renvoyé, ça a marché. Pourquoi? C'est parce que sur des images, particulièrement souvent sur Orion, les étoiles sont très brillantes dans Orion, mais sur une pose ordinaire, ça ressort jamais, c'est jamais super sexy souvent. Quand on utilise Star Spikes Pro, ben, on est capable d'y dire, OK, regarde, fais un petit effet diffus sur les étoiles les plus brillantes. Donc, il va faire ressortir Orion, il va faire ressortir Aldébaran, puis tout ça. L'autre chose que j'utilise, c'est le filtre que je vous parlais, c'est un Tiffen, c'est la compagnie Tiffen qui fait un Double Fog 3. Et là, il faut vraiment que ça soit le Double Fog 3. J'ai oublié le nom de l'autre qui est très proche de ça, mais qui ne fait pas du tout le même effet. C'est vraiment le Double Fog 3 que ça prend. Et là, il y a tellement d'étoiles dans ce champ-là, on ne sait même pas où ce qu'on est. Mais quand on met le filtre, ah ben là, ben oui, regardons ça. C'était Orion avec le taureau. Et il y avait Mars cette année-là. C'était en 2020, je pense. Donc, vraiment, le filtre, il est génial pour faire ressortir les constellations. On a beaucoup moins d'étoiles, ça fait beaucoup moins un effet sel et poivre, là, poivre répandu dans la photo. On voit bien les couleurs des étoiles. Le problème, évidemment, ça donne un effet diffus. Tous les détails dans la Voie lactée s'en vont pas mal chez le diable.
Donc, c'est pas universel. Bon, principe de base de la photo, là, je suis vraiment imposteur quand je parle de ça parce que j'ai aucune formation, rien en photo. Mais les choses que, avec les années, j'ai app- appris à apprécier, disons, c'est quand une photo est simple, ça veut dire pas beaucoup d'éléments, là. Quand on a beaucoup d'éléments, on ne sait plus trop où regarder. Ça a moins de punch. La règle des tiers, tout le monde connaît. Quand on divise notre champ en trois sur la longueur, sur la hauteur, ben, les points où les lignes se croisent, c'est des foyers un petit peu plus dynamiques si on met notre sujet à cet endroit-là. La profondeur, comme comment on appelle ça, la balle de foin dans l'avant-plan avec le foin, la balle de foin, la forêt plus loin, le ciel, d'avoir quelque chose qui a de la profondeur. Souvent, ça aide. On parle de faire versus prendre une photo. Fait que faire une photo, ça veut dire, on a vu quelque chose, on dit, hey, la Voie lactée en arrière de ça, ça serait écœurant. Hey, il y a conjonction Jupiter, Saturne, avec ces arbres-là, tout ça. Ça, si on pense à faire notre photo, versus prendre une photo, on est sur place, hey, regardons ça, ça serait joli. On va le prendre spontanément direct là. Donc, souvent, la plupart des photos que je fais, ça va être je vais faire la photo, je vais avoir vu cette grange-là, je vais avoir me dit, elle est juste dans le bon axe pour prendre telle chose. Comme par exemple ici, bon, la règle des tiers, tout ça, là, regarde, ça ici, c'est on n'a rien pantoute. Euh, Sauf que c'est ça, cette grange-là, là, ça m'a pris 3 ans à la faire, cette photo-là. La première année que je l'ai vue, j'ai fait, ça serait donc bien intéressant, la Voie lactée avec ça, mais là, on était un petit peu trop tard. On était rendu fin février, début mars. Ça, c'est début janvier que je l'ai pris. Ça a marché. Je suis revenu l'année d'après. Le producteur avait façonné son fifth wheel devant. Fait que ça a scrappé mon année. Fait que je suis revenu la troisième année. Au mois de janvier, il venait de tomber une petite neige fraîche. Regardez ça, la neige est toute belle. Merveilleux, merveilleux. Fait que des fois, ça prend 3 ans. Oui? Non, non, c'est pas la Lune. Écoute, on est relativement proche de Montréal, hein. Ce qui éclaire la neige, là, c'est Montréal. OK? Je suis à peu près à 70 km de Montréal. C'est des pauses d'une minute. Fait que c'est quand même assez des longues expositions. Fait que c'est pour ça. C'est vraiment c'est Montréal qui est clair. Oui, non, tout pareil. Je fais juste fermer la monture, je repars pour une autre pause pareil. Ouais. Ici, j'ai un ami sur Instagram, il est en Australie, lui. Il y a des arbres là, qui ont genre 500 ans, qui sont tout proches, là. Puis il fait ce genre de photos-là. Puis quand j'ai vu cet arbre-là dans le parc où j'étais, j'ai dit, oh, ben tiens, je vais essayer ça. Fait que c'est une tentative de. Mais là, on voit que c'est un vieux pin rouge. La lumière est placée à peu près justement à un foyer. Le pin il est placé sur une ligne de foyer. Fait que avec l'éclairage que ça donne, on isole un petit peu l'arbre du fond. Parce que le fond, vraiment, là, on est loin d'une photo de grande simplicité. Là, il y a trop d'éléments en arrière. Mais quand même, ça me tentait. Oui, c'est un auto. Non, c'est juste une lanterne de camping que je tenais comme ça. En fait, la photo est longue là-dessus, c'est 1 minute. Fait que j'ai parti la caméra, je me suis rendu. Là, j'ai tenu ça, parti, l'antenne. Là, j'ai essayé différents temps, je l'ai fermé, puis je suis revenu. Ben ça, là, j'étais là, c'était il y a quelques semaines, j'étais là justement faire, avec ma monture, je photographiais la Californie avec les Pléiades ensemble en grand champ. Puis là, je dis, bah, tiens, Orion est en train de se lever à travers les arbres. Tu sais, ça, c'est une photo, rien de, rien de spectaculaire, mais je trouvais ça beau quand j'étais là, je l'ai pris. Euh, là, celle-là, ça, c'est vraiment un exemple là, de simplicité. Juste une grange, champ, de neige, la Lune, Vénus, Mercure. Je savais évidemment où aller pour la prendre, celle-là. C'est une photo que j'avais en tête là, depuis un bout de temps.
Petite photo, ça c'est le lac Joinville, un camping là, dans le parc réserve Papineau-Labelle. J'étais sur la plage pour photographier la Voie lactée. J'ai dit, ah, mais il y a quelqu'un qui a laissé ses choses, ses canaux. Je dis, ouais, on va essayer ça. Ça, c'est la photo que j'ai faite de la Voie lactée, juste à côté des kayaks qui étaient là. Donc, ça, c'est des pauses d'une minute comme il faut. C'est intéressant, les étoiles, ils ont une traînée dans l'eau, mais pas dans le ciel. Ouais. Ah non, mais en fait, ça, de haut en bas, comme ça, c'est vraiment juste, hein, quand on voit, c'est la diagonale là, qui fait qu'on voit que c'est. Ah, ouais, sinon, il y a peut-être un petit peu d'eau. Ça, ici, j'étais là pour photographier quelque chose. Il y avait une belle, pas là proche, il y avait une belle petite ligne d'arbres comme ça. Pas de StarNet là-dessus, juste une pause de 60 secondes, entraînée avec le traceur. Les arbres sont un petit peu flous, mais ça fonctionne quand même bien. Dans un ciel vraiment noir, là, 20 secondes. Là, tout est sharp à 20 secondes. Tout va bien. Et ben, en terminant, il ne faut pas oublier de s'amener une bonne chaise parce que le fun, c'est aussi de regarder le ciel. Merci. Spectaculaire. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il y a eu beaucoup de questions pendant la présentation, mais envoyez, c'est le temps d'en profiter. Oui. La différence entre la monture équatoriale GTI versus je pense que c'est la 2i. Oui, mais c'est que la GTI là, est plus complexe. Elle a le mouvement ascension en droite et déclinaison, si je comprends bien. Fait que est plus grosse, est plus sophistiquée. Elle est là plus pour du deep sky. Elle est motorisée sur les deux rangs. Elle est motorisée sur les deux axes. Là. Elle est vraiment plus costaud. Fait que celle-là, ben il y a juste un mouvement en ascension droite d'attitude. Juste de mémoire, tu avais mentionné avec une 35 mm, tu avais un certain temps de pause, puis avec une 10 mm, un certain temps de pause. Est-ce que tu peux te... Ben, quand c'est Avant d'avoir une traînée. avant d'avoir une traînée, moi, j'y vais quand je suis vraiment fixe, pas entraîné. J'y vais avec 200 sur la focale. Fait que c'est pour ça que avec 10 mm, ça me donne 20 secondes avant que, avant que les traînées là, soient visibles là, sur des agrandissements, mettons. Pour le APS-C. Pour le APS-C. Ça dépend du capteur. Oui, parce que c'est sûr que si je fais justement une 40 par 40 avec mon APS-C, ben, le facteur d'agrandissement va être plus grand que si j'ai un full frame. Oui. Toujours oui. Oui, oui, effectivement. Non, non, effectivement, en JPEG, là, je veux dire, quand on rentre dans Lightroom, dans Photoshop, puis qu'on essaye juste d'étirer, juste de corriger le ciel, ben, en JPEG, assez rapidement, on va avoir des artefacts, là, assez rapidement, puis du bruit. Ouais, ouais, ouais. Le film Double Fun, tu utilisé avec la voie lactée. Oui, mais c'est pas beau. C'est pas beau parce que les détails de la Voie lactée disparaissent. Fait que La question, c'était pour le filtre Double Fog. Tiffin Double Fog 3. Donc, ça ne marche pas très bien sur la Voie lactée. C'est ça va cacher les. Ça fonctionne très très bien sur les étoiles, hein, mais la Voie lactée, là, on perd les détails. Ça donne le goût d'en faire. Ah ben merci, merci. Oui, Marc. Du stacking? Non. Non. En paysage comme ça, j'ai jamais fait de stacking. Mais c'est sûr que si on n'a pas de monture équatoriale, ça peut, au lieu de faire 60 secondes suivies, ben on peut faire peut-être 4 fois 15 secondes ou 6 fois 15 secondes. Avec la 10 mm, on est en dedans de. Ça pourrait très bien se faire. Il y en a beaucoup qui le font aussi, oui. Mais moi, c'est ça. Si je suis en pause fixe, je suis fixe.
Si je t'en pose entraîner, ben, je suis sur une monture. Oui. Oui. Oui, mais NeoWise, c'était quelque chose, là. Était magnitude combien, là? C'était-tu 0? On a-tu atteint 0 avec NeoWise? Non? Peut-être 1, par exemple. Probablement 1. Ouais. Ah, le soir que j'ai pris là, avec la maison, là, je veux dire, à l'œil nu, là, tu voyais là, la queue, là, tu voyais la comète avec la queue. Là. C'était pas, ah, y a-tu quelque chose là? Non, non, tu la voyais. Là. Fait que, oui, on la voyait en pleine ville, effectivement. Il y a eu une question en ligne, mais on y a répondu. OK. Il y a d'autres choses en ligne? Félicitations, magnifique photo. Merci, merci. D'autres questions de la salle? Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir.